Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 3 de la saison 3 de The Mandalorian. Alors, pour résumer rapidement cet épisode, on va suivre donc Bo-Katan et Din Djarin qui vont s'enfuir de cette planète de Mandalore et qui vont être interceptés, vont être chassés par des chasseurs, des intercepteurs d'ailleurs, ils vont le dire, ce qui va donner une scène de guerre spatiale. Et finalement, tout l'épisode ensuite va être basé sur le docteur Pershing, alors j'espère que je ne dis pas de la mauvaise manière, et donc sur son évolution après finalement s'être fait capturer, lui qui travaillait pour Moff Gideon. Et donc on va suivre son intégration dans la Nouvelle République pour enfin finir sur les 10 dernières minutes avec le retour de Bo-Katan et de Mando. Alors, mon avis général sur cet épisode, je suis partagé. Je suis ultra partagé. Il y a des choses que j'adore sur le principe et il y a des choses que j'aime beaucoup moins. Donc je vais faire les points positifs et les points négatifs. Mais ouais, globalement, je suis très partagé. Très très partagé. J'aime l'idée qu'on ne voit pas que Mando. J'aime l'idée qu'on nous montre un bout de l'histoire de Star Wars à cette période-là. Donc on est juste après le 6, on est, je sais plus exactement on est quand, mais on est entre le 6 et le 7. Et c'est vrai que ça n'a pas été encore trop exploré cette période-là. Donc voir autre chose que Mando et voir l'univers étendu de Star Wars, ça m'intéresse. Mais de cette manière-là, j'en suis pas sûr. Bref, on va commencer par les points positifs. Dans les points positifs, donc, visuellement, encore une fois, c'est intéressant. Et ça va être dans les points négatifs aussi. Je préfère vous prévenir. La bataille donc spatiale qu'on a au tout début est vraiment, encore une fois, très cool. Dans The Mandalorian, on en a vraiment de petites scènes de bataille spatiale qui durent peut-être 5-10 minutes à chaque fois. Mais elles sont vraiment cool. On avait eu ça aussi dans Andor. Et là, elles sont vraiment bien. Donc, ils vont être chassés. Donc, Mando et Bo-Katan. Mando qui va réussir à récupérer son vaisseau. Et d'ailleurs, le château, donc la maison de Bo-Katan, va être détruite à ce moment-là par des bombardiers. Et quand tu vois tous ces vaisseaux qui arrivent, c'est assez impressionnant. Et visuellement, je trouve que c'est vraiment réussi. Honnêtement, je vois pas trop de différence avec les films. C'est-à-dire que je me dis pas, ah là, je me dis c'est moche ou quoi que ce soit. Non, non. Peut-être que c'est moins détaillé, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas le même budget que dans un film Star Wars, mais je trouve que ça reste très très beau et les batailles spatiales sont très claires à suivre et très faciles à suivre. Donc c'est un gros point positif, je trouve. Point positif qui sera aussi un point négatif, là aussi je spoil un peu mon avis derrière, c'est le fait de ne pas suivre que Mando, que l'aventure de Mando et Grogu, c'est de suivre aussi cette aventure du docteur Pershing qui donc est réintégré dans le système de la Nouvelle République, lui qui a bossé pour l'Empire et donc il va faire partie d'un travail amnistie finalement où il va rencontrer plusieurs personnes qui ont travaillé pour l'Empire mais qui sont réintégrées dans le système de la Nouvelle République. Il va croiser d'ailleurs Elia qui travaillait pour Moff Gideon et il va avoir toute une partie avec elle. Et ça c'est un point positif, c'est un point qu'on a adoré dans Andor, de voir plusieurs choses, de voir le côté des rebelles, le côté de l'Empire, sous différentes formes, sous différents angles. Ça, c'est quelque chose qu'on a adoré dans Andor. Et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à le voir dans The Mandalorian, qui est très très focus sur Mando. On a très peu d'épisodes qui sont focus sur d'autres choses. On a eu peut-être sur Boba Fett, et encore, je veux dire, Mando était quand même là au premier plan. Donc ouais, j'étais assez surpris et agréablement surpris, j'ai envie de dire. Le dernier point positif, c'est la durée de cet épisode. Enfin, un épisode de The Mandalorian qui dure plus de 50 minutes, il dure quasiment une heure, on va dire, avec le générique, etc. Il dure 55 minutes, quelque chose comme ça. Et j'ai envie de dire, enfin un épisode très long, enfin un épisode où on a le temps, justement, et j'espère que ça va être le cas aussi pour les prochains, parce que on en veut plus. Andor a duré assez longtemps sur certains épisodes, et ça a aidé à construire toute l'histoire de Andor. Donc je pense que, et j'espère que les prochains épisodes seront environ de la même durée. Mais malheureusement, il y a aussi des points négatifs dans cet épisode. Il n'y avait pas vraiment de points négatifs, je trouve, sur les deux premiers, qui étaient assez parfaits dans ce qu'ils voulaient faire et dans ce qu'ils voulaient raconter. Là, je trouve que c'est pas le cas. Premièrement, visuellement, j'ai dit que globalement c'était magnifique, et je parle de la guerre, de la bataille spatiale qui était bien.
Mais là, donc, on va découvrir visuellement Coruscant. On va revoir visuellement Coruscant. On le voit pas vraiment, Coruscant, à cette période-là. On l'a vu dans Obi-Wan vite fait, mais c'était dans un flashback. On l'a vu dans Andor, mais pareil, dans de petites scènes. Et là, on voit Coruscant dans sa globalité à cette période-là. C'est beau, vraiment, les plans en général de Coruscant sont beaux, pris de hauteur, etc. La ville en globalité est belle. Le problème, eh bien, c'est que dès qu'on est avec les deux personnages, donc le docteur et Elia, qui se promènent dans cette planète, eh ben, c'est moche. Enfin, je trouve ça moche, j'abuse, mais je trouve ça pas très beau. On voit vraiment les fonds verts, et c'est pas très habituel avec The Mandalorian, ce genre de plans qui sont pas très beaux. Je trouve vraiment que lorsqu'ils marchent avec leur glace, d'ailleurs leur glace qui me donne très envie, hein, leur glace Star Wars, je trouve que vraiment les fonds verts sont pas très beaux. Et à plusieurs reprises, la scène du train, etc., je trouve que c'est pas hyper beau. Et je le note parce que c'est quelque chose de rare dans les saisons The Mandalorian, de voir des choses pas très belles. Voilà, c'est assez rare. Le gros point négatif de cet épisode, qui de base était un point positif, et j'en ai parlé, le fait qu'on voit autre chose que Mando, donc le docteur Pershik et Ilia, et bah ça devient un point négatif parce que je trouve que c'est lent, c'est long, ça met du suspense là où il n'y a pas besoin d'en avoir, et ce qui fait que tu as 55 minutes d'épisode, mais franchement on aurait pu tellement raccourcir cette histoire. Ok, l'histoire est intéressante, le docteur Pershik qui était donc sur le clonage, qui est donc réintégré dans cette nouvelle république, qui cherche encore à faire du clonage et donc s'allie avec Elia pour aller dans une base, dans un ancien vaisseau impérial pour trouver du matériel pour faire un nouveau laboratoire, c'est intéressant. Mais ça, on pouvait le faire en 15 minutes honnêtement. Et ça prend 40 minutes. Le temps d'aller dans le vaisseau, on met un suspense dans le vaisseau, on met un faux suspense dans le train, cette scène du train qui est trop longue. Vraiment, cette scène du train, elle m'a énervé. Donc ouais, c'est trop long pour que, au finalité, eh bien, Elia trahissent ce docteur, et donc c'était surprenant, et finalement elle le trahit même jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il va être interrogé et il y a presque un lavage de cerveau qui est fait, et elle va pousser le curseur encore un peu plus loin, donc on ne sait pas trop ce que veut Elia, si elle est gentille, si elle est méchante, je ne sais pas, honnêtement, après la fin de cet épisode, mais ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, ça partait d'un point positif, et ça arrive sur un point négatif parce que c'était trop long et je trouve que ça a été mal fait. Donc ouais, je suis très partagé. J'en ai pas parlé, mais la fin de l'épisode où finalement, eh bien, Din Djarin est réhabilité en tant que Mandalorian parce qu'il va rejoindre donc son clan et il va montrer qu'il s'est baigné dans les eaux vivantes, et Bo-Katan va se faire réhabiliter alors qu'elle n'avait rien demandé finalement, sans le savoir. C'est-à-dire que vu qu'elle a sauté dans l'eau pour sauver Din Djarin, eh bien, et qu'elle n'a pas enlevé son masque depuis, son casque, eh bien, elle devient une vraie Mandalorienne selon le credo, et elle rejoint ce clan-là, et c'est vrai que Bo-Katan ne dit rien à ce moment-là. On a vu une Bo-Katan qui, depuis qu'elle a vu ce mythosaure sous l'eau, eh bien, elle qui ne croyait plus du tout, qui n'avait plus la foi, eh bien, commence petit à petit à y croire, et là, elle aurait pu clairement s'opposer au fait de revenir dans le credo, et bah elle s'oppose pas du tout, donc elle recommence à y croire. Donc je trouve ça intéressant de voir Bo-Katan rejoindre ce clan-là, et Bo-Katan qui, je me demande à quel point elle va s'adapter à ce credo-là. Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Est-ce qu'elle va reprendre la foi totalement? Ça, c'est intéressant à suivre, je trouve. Mais voilà, ça c'était ce qui avait de plus intéressant. Encore une fois, un épisode qui m'a partagé, qui m'a divisé, mais il en faut aussi, hein, c'est comme ça, tout ne peut pas être parfait, même dans The Mandalorian. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut et de vous abonner. Nous on se retrouve bien la semaine prochaine pour la suite de The Mandalorian. Salut, salut.